Alors, en introduction, il est important de savoir que malgré le très grand intérêt que le rêve suscite dans la population générale, en parallèle, et de manière assez contrastée, la recherche sur le sujet est tout à fait limitée. Alors, pour faire court, les raisons principales qui expliquent cet état de fait, c'est d'un côté la frilosité des financeurs, et de l'autre côté des problèmes méthodologiques que je vais essayer de vous exposer ce soir. Mais pour vous donner une idée, il y a un congrès annuel qui est dédié à l'étude des rêves, qui regroupe quelques centaines de personnes. Et parmi ces personnes, on pourrait y trouver la quelques cinquantaine de chercheurs qui travaillent sur le rêve de par le monde. Je pense que c'est un ordre de grandeur qui est juste. Et parmi ces 50 collègues qui font de la recherche sur le rêve, je dirais qu'une petite vingtaine s'intéresse à la question du cerveau. C'est vous dire que ce domaine de recherche est, j'espère, naissant et va se développer, puisqu'actuellement la puissance de frappe est assez limitée. Alors de mon côté, je me suis intéressée à cette question du rêve avec une approche de neurosciences cognitives depuis une petite dizaine d'années. C'est la raison pour laquelle, après la perspective historique que vous a proposée Jacqueline Carrois le 8 mars, je vais de mon côté, ce soir, vous proposer de vous pencher sur la question de la recherche expérimentale. Alors, mon objectif, ça sera de vous présenter à la fois les avancées de la recherche, mais également les points de butée. Et pour faire ça, je vais vous présenter à la fois une partie de mes recherches, mais également des résultats des collègues. Alors, pour commencer, partons de... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de leurs rêves dans cette salle, donc vous allez bien comprendre de quoi je vais vous parler. Quand je vais vous parler de la phénoménologie du souvenir de rêve, c'est-à-dire les caractéristiques du souvenir de rêve. Donc vous aurez sûrement tous remarqué qu'un rêve, c'est souvent très visuel. La vision est un sens qui est plus représenté que les autres dans les rêves, plus que l'audition, l'olfaction, la gustation et le toucher. On retrouve très souvent dans les souvenirs de rêve des éléments d'expérience vécue, que ce soit des personnes ou des lieux, sans pour autant que l'expérience vécue soit reproduite de manière exacte. On retrouve également souvent des événements, une dimension sociale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages volontiers, des discussions, des bagarres, des poursuites. Il y a aussi souvent des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Une caractéristique très remarquable du rêve, du souvenir de rêve, c'est qu'on se souvient d'avoir vécu l'histoire en première personne. C'est-à-dire que c'est le rêveur qui est l'acteur, et il n'est pas en train de se voir faire une action. Ce qui est tout à fait remarquable également, c'est que la plupart des rêves sont en dehors du contrôle de la volonté du rêveur. Et pour beaucoup, on est complètement convaincu que ce rêve se passe dans la vie éveillée. Ce qui amène à des grandes frayeurs de temps en temps. Et une autre caractéristique tout à fait remarquable et savoureuse, c'est toutes les incohérences temporelles, spatiales, physiques et logiques qu'on peut retrouver dans les rêves et qu'on appelle les bizarreries du rêve, qui passe volontiers très bien lorsqu'on est endormi. C'est souvent quand on se réveille qu'on se rend compte que tout ça était fort bizarre. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on est d'accord sur de quoi on parle, cette espèce de souvenir bizarre qu'on a certaines fois au réveil, à partir de cette description, évidemment, se pose beaucoup de questions. Alors, la compréhension actuelle du phénomène onirique est la suivante. L'idée, c'est que pour aboutir à un rapport de rêve, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut d'abord vivre l'expérience du rêve pendant le sommeil. Cette expérience peut être ensuite encodée en mémoire. Si elle a été encodée en mémoire, dans ces cas-là, elle peut être rappelée et donner lieu à un souvenir de rêve le matin au réveil. Et si ce souvenir de rêve est traduit en mots ou en images, alors on aboutit à un récit de rêve. Alors, vous comprenez bien qu'au travers de ces trois étapes, on est susceptible de perdre beaucoup d'informations et également de subir de nombreuses... Il peut arriver de nombreuses transformations entre l'expérience du rêve qui a été vécue et le récit de rêve. J'imagine que vous avez tous fait l'expérience d'essayer de raconter un rêve le matin et de vous rendre compte
de l'écart qu'il y avait entre ce que vous aviez réussi à dire et ce que vous aviez dans la tête. Alors ça pose un gros problème aux chercheurs parce que nous, ce à quoi on a accès, c'est au récit de rêve. Donc, jusqu'à présent, la majorité de la recherche sur le rêve, c'est en vérité de la recherche sur les récits de rêve. Bien plus que de la recherche sur l'expérience du rêve. Parce qu'en tant que neuroscientifique, ce qu'on voudrait faire, moi et les collègues, c'est enregistrer l'activité cérébrale pendant l'expérience du rêve, pendant le sommeil. Mais pour pouvoir faire ça, il faudrait qu'on sache quand enregistrer l'activité cérébrale. Et il se trouve qu'on n'a pas de marqueur neurophysiologique du rêve, si bien qu'en fait, on ne peut pas savoir, quelles que soient les mesures qu'on enregistre sur un dormeur, on ne peut pas savoir s'il est en train de rêver là maintenant, ou s'il réveille à 5 minutes, ou s'il va rêver dans 5 minutes. On ne sait pas à quel moment il est en train de rêver. Donc ça nous empêche de pouvoir en fait, avoir des images du cerveau au cours du rêve, par opposition à des images du cerveau pendant le sommeil sans rêve. Donc ça, c'est fort frustrant. Du coup, il faut trouver des ruses et d'autres stratégies pour aborder la question. Et c'est ce que la majorité des collègues ont fait, en fait. On trouve, comme on n'arrive pas à rentrer par la porte, on essaye de rentrer par les fenêtres et par le toit. Mais malgré tout, toutes les recherches qui ont été faites depuis maintenant un siècle sur ces récits de rêve ont apporté de nombreuses informations sur les caractéristiques des rapports de rêve et ont permis de fortement faire avancer la recherche. Mais une des premières questions qui s'est posée historiquement et qui est encore d'actualité et qui actuellement, c'est-à-dire que c'est une question qui revient souvent, c'est savoir quand le rêve a été produit. Alors en effet, actuellement, il y a un consensus au niveau des scientifiques quant à cette question, mais au XIXe siècle, il y a une hypothèse qui s'est développée et qui proposait que le rêve se passe au moment du réveil, du fait d'un récit de rêve dont Jacqueline Carrois vous a probablement parlé le 8 mars. C'est un récit de rêve tout à fait remarquable et donc historique qui a été fait par Alfred Maury et qui est remarquable parce que en fait, il raconte un rêve qui est très long, qui se passe pendant la Révolution française. Il y a de nombreux développements. Il est convoqué au tribunal, il est jugé, il est condamné, il va sur l'échafaud, il s'apprête à se faire guillotiner. Et au moment où le couperet tombe, il se réveille par l'action de la flèche de son lit qui lui est tombée sur le cou. Du coup, à la découverte de ce récit de rêve, les érudits de l'époque se sont dit « mais c'est pas possible, on n'a pas affaire ici à une coïncidence, c'est tout à fait invraisemblable ». Donc ils en ont conclu que le rêve avait dû être provoqué par la chute de la flèche du lit, et donc que ce rêve s'était créé en un instant au moment du réveil. Donc ça, c'est l'origine de cette hypothèse. Mais le développement ultérieur des recherches sur le sommeil, du milieu du XXe siècle, sur la fin des années 50, a permis de remettre en question cette hypothèse, puisque donc, au début du siècle et avant les années 60, le sommeil s'était considéré comme quelque chose qui était uniforme. C'est-à-dire qu'il y avait un stade de sommeil qui pouvait être plus ou moins profond, mais qui avait les mêmes caractéristiques. Alors ici, vous avez un électroencéphalogramme en haut. Au milieu, vous avez un électro-oculogramme qui permet de voir les mouvements des yeux. Et ici, un électromyogramme qui permet d'avoir l'activité musculaire. Alors ça, c'est le genre de tracés qui sont utilisés pour caractériser les stades de sommeil, pour savoir dans quel stade de sommeil on est. Alors ici, vous avez de l'éveil et vous voyez que l'activité de l'EEG, ici en haut, n'est pas très ample et avec une fréquence très haute. Ça, c'est caractéristique de l'éveil. Et puis, quand on s'endort, en fait, le tracé se ralentit, donc on voit apparaître des ondes lentes, comme ça, le rythme est plus lent et l'amplitude augmente. Et puis, plus le sommeil s'approfondit, plus l'amplitude devient importante et la fréquence lente. Donc, il y a des grands cycles comme ça, d'activité qui contrastent beaucoup avec l'activité de l'éveil. Et puis, les mouvements des yeux, il y en a beaucoup à l'éveil, et il n'y en a plus en sommeil lent. De même que l'activité musculaire qui diminue au cours du sommeil. Donc,
jusqu'à la fin des années 50, on considérait que le sommeil, c'était ce ralentissement du tracé de l'EEG, et que plus le sommeil était profond, plus le tracé EEG était lent et ample comme ça. Et puis à la fin des années 50, Michel Jouvet, un éminent chercheur sur le sommeil lyonnais, et des collègues américains, ont découvert un stade de sommeil qu'ils ont appelé sommeil paradoxal, qui avait des caractéristiques tout à fait remarquables pour un stade de sommeil, puisque à cette époque, on considérait que tout ce qui... Si on disait sommeil, alors ça voulait dire EEG lent, et là, vous constatez que l'activité EEG est beaucoup plus rapide et beaucoup moins ample que celle du sommeil lent, elle ressemble plus à celle de l'éveil, donc ça c'était tout à fait remarquable. On voit pendant ce stade de sommeil des bouffées de mouvement des yeux, ce qu'il n'y avait pas du tout pendant le sommeil lent. Donc les yeux se mettent à bouger dans tous les sens pendant ce stade. Et puis apparaît également une atonie musculaire. Donc c'est une atonie musculaire entrecoupée de sursauts, de soubresauts musculaires. Donc ça c'est tout à fait particulier. Donc c'est un petit peu comme si on était paralysé. Et pendant cet état de paralysie du corps, on voit des petits soubresauts musculaires apparaître. En plus de ces caractéristiques-là, on voit apparaître une augmentation de la variabilité du rythme cardiaque et respiratoire et une érection pénienne systématique à chaque fois que ce stade de sommeil apparaît, c'est-à-dire entre 4 et 5 fois par nuit. C'est vous dire que les caractéristiques physiologiques de stade de sommeil sont tout à fait invraisemblables si on les compare au sommeil lent profond ou à l'éveil. Et jusqu'à présent, ces caractéristiques ne sont pas expliquées dans le sens où les fonctions du sommeil paradoxal n'ont pas encore été élucidées. Toujours est-il qu'une fois que ce stade de sommeil a été découvert, et que ces soubresauts musculaires ont été constatés, ça a donné des idées aux chercheurs. Alors j'imagine que vous voyez également ce que je veux dire quand je vous parle de soubresauts musculaires. Si certains dans la salle ont des chats ou des chiens, ils l'ont sûrement remarqué. Quand ces animaux de compagnie dorment, on voit souvent, à un certain moment, quand ils sont en sommeil paradoxal, qu'ils se mettent à bouger le bout des doigts ou du museau, les moustaches. Et donc ça correspond à ces soubresauts musculaires au milieu de l'atonie musculaire du sommeil paradoxal. Alors, je vous en ai trouvé un exemple savoureux qui est un petit peu exagéré par rapport à ce qu'on voit d'habitude chez les animaux de compagnie. Mais il illustre bien ces soubresauts musculaires qu'on trouve en sommeil paradoxal et qui permettent qui donnent l'impression qu'il se passe quelque chose. Si on pouvait voir tout le comportement, ça donne l'impression qu'on verrait une grande histoire. Donc là, on voit ces mouvements des yeux, on voit des petits mouvements des pattes. Et hop, il se fait réveiller, vraisemblablement un peu étonné, par une bestiole qu'il essaye d'attraper. Donc quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il était donc en train de faire et qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas cette atonie musculaire qui l'empêchait de bouger complètement? Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut observer chez l'homme. Dans le cas de maladies neurodégénératives qui s'attaquent à certaines régions du cerveau, qui lèvent cette atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal. Et c'est la première fois que ça a été observé, c'est après des lésions expérimentales réalisées chez le chat par Michel Jouvet à Lyon. Donc il a découvert la région du tronc cérébral qui était responsable de cette atonie musculaire et du coup il a pu observer ce qui se passait chez ce chat endormi. Et il a constaté que en fait quand le chat pouvait envoyer ses commandes motrices comme à l'éveil, eh ben, il se mettait à faire des comportements tout à fait complexes et élaborés, reconnaissables en fait, qui ressemblent à ceux de l'éveil. Donc ici, ce chat allait réveiller, mais il est endormi, il est en sommeil paradoxal, mais il n'a plus d'atonie due à une lésion cérébrale. Donc, voyant ça, on se dit, ben, pendant ce stade de sommeil, il a l'air de se passer beaucoup de choses. Et donc, comme je vous le disais, on peut observer ce type de comportement également chez l'homme quand, à la suite de lésions
cérébrale due à des maladies neurodégénératives. Donc ça, Isabelle Arnulf vous en montrera de nombreux exemples si vous venez écouter sa conférence. Donc l'avantage de cet exemple chez l'homme, donc on voit quelqu'un ici qui fait des mouvements pendant son sommeil, c'est qu'on a des tracés ici électrophysiologiques qui montrent bien qu'il est en sommeil paradoxal et qu'il n'est pas éveillé. Donc, découverte de ce stade de sommeil tout à fait remarquable, complètement différent des autres, avec des caractéristiques physiologiques tout à fait particulières, et puis ces soubresauts qui donnent l'impression que en fait, ça empêche un comportement complexe. Et donc, à l'époque, les chercheurs se sont dit, il y a peut-être un lien entre ce stade de sommeil et le rêve. Essayons donc de réveiller des dormeurs en sommeil paradoxal pour voir ce qu'ils nous disent. Alors, pour savoir, pour vous expliquer ces recherches, avant tout, voici l'architecture typique du sommeil, pour que vous compreniez à quel moment ces dormeurs ont été réveillés. Donc, lorsqu'on s'endort, on s'endort d'abord en sommeil lent, donc il y a différents stades de sommeil lent, on arrive en sommeil lent profond, et à la fin du premier cycle de sommeil, apparaît un petit peu de sommeil paradoxal. Ça, c'est le contenu typique d'un cycle de sommeil qui dure 1h30, et les cycles se répètent au cours de la nuit, entre 4 et 5, en fonction de votre temps de sommeil. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que lorsque les cycles se répètent, leur contenu change. Au cours de la nuit, plus la nuit avance, moins au cours d'un cycle vous trouverez de sommeil lent profond, et plus vous trouvez de sommeil paradoxal. Donc en fin de nuit, vous aurez surtout du sommeil paradoxal et peu de sommeil lent profond. Donc sachant ça, les chercheurs se sont dit, réveillons des dormeurs soit en sommeil lent profond, soit en sommeil paradoxal, et voyons ce qu'ils nous racontent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la première étude qui a été réalisée par les Américains, Damon et Kleitman, en 1957, a montré qu'au réveil du sommeil lent, simplement 6% des réveils étaient suivis d'un rapport de rêve, alors que quand on réveillait les dormeurs en sommeil paradoxal, là, dans ces cas-là, c'était 80% des réveils qui étaient suivis d'un rapport de rêve. Donc à cette époque, ils se sont dit, les chiffres sont quand même très parlants, 80% c'est quand même très supérieur à 6%, et ils en ont conclu que le sommeil paradoxal était le stade de sommeil pendant lequel on rêvait. Ils ont conclu une bijection, c'est-à-dire que si on rêve, c'est en sommeil paradoxal, si on est en sommeil paradoxal, on rêve. Et puis, des collègues, évidemment, ont voulu se pencher sur la question, essayer de reproduire ces résultats, tester d'autres moments de réveil. Donc, de nombreuses études ont été réalisées par la suite, du coup, en réveillant les gens à différents moments du sommeil. Et la synthèse des résultats de ces différentes études montre qu'en vérité, 50% des réveils en sommeil lent sont suivis de rapports de rêve. Donc c'est plus du tout 6% comme la première étude le montrait, et 50%, c'est pas du tout négligeable. C'est un réveil sur deux en sommeil lent est suivi d'un rapport de rêve. Donc avec ces résultats-là, on ne peut plus du tout considérer qu'on ne rêve qu'en sommeil paradoxal. D'autant plus que ces recherches ont montré qu'on peut obtenir des rapports de rêve après un réveil en sommeil lent avant même que du sommeil paradoxal soit apparu. Et puis finalement, d'autres résultats ont montré qu'on peut obtenir une cessation des rapports de rêve, des souvenirs de rêve, après une lésion du cortex, sans qu'il y ait de modification du sommeil paradoxal. Donc l'ensemble de ces résultats ont amené le chercheur anglais et sud-africain Mark Solms à proposer une hypothèse alternative qui propose que en fait, le rêve, c'est un phénomène qui est contrôlé par le cortex cérébral et non pas par le tronc cérébral comme le sommeil paradoxal. En fait, il propose que le rêve et le sommeil paradoxal sont contrôlés par des mécanismes différents, tout simplement. Donc, si on veut récapituler sur cette question de quand est-ce que le rêve est produit, donc est-ce qu'il faut croire que ça se passe au moment du réveil? Vraisemblablement non. On a beaucoup d'arguments qui vont contre cette hypothèse, notamment ce comportement au sommeil paradoxal, qui montre bien qu'il y a toute une activité cognitive importante qui se passe au cours du sommeil, et les médecins qui travaillent avec ce type de patients rapportent que très souvent, le contenu du rêve correspond aux mouvements qu'ils ont observés.
Donc le rêve ne se crée vraisemblablement pas au moment du réveil. Alors, est-ce qu'il est créé au moment du sommeil paradoxal et uniquement en sommeil paradoxal? Vraisemblablement non, d'après tous les résultats de la littérature. Par contre, le consensus actuel, c'est effectivement, en regardant toutes les données disponibles actuellement, d'acquiescer le fait, en fait, qu'on peut rêver pendant n'importe quelle phase du sommeil. Donc ça, c'est l'hypothèse de Solms, mais en fait, c'est simplement descriptif, c'est pas une hypothèse, c'est que si on réveille quelqu'un dans n'importe quel stade de sommeil, alors on peut obtenir un rapport de rêve. Donc d'après ces résultats, on peut rêver dans tous les stades de sommeil. Après, c'est important de garder en tête qu'il existe vraisemblablement un lien privilégié entre sommeil paradoxal et rêve, puisque en moyenne, on a beaucoup plus de rapports de rêve après un réveil en sommeil paradoxal qu'après un réveil en sommeil lent. Et en moyenne toujours, les rêves de sommeil paradoxal ont tendance à être plus longs, plus complexes et plus bizarres que ceux du sommeil lent. Donc ici, il y a un espèce de phénomène de synergie qu'il reste à comprendre, tout en se détachant de cette idée qu'on ne rêve qu'en sommeil paradoxal, puisque si on rêve dans les autres stades de sommeil, on va passer à côté de la moitié de l'histoire. Alors, on peut également se demander pourquoi certaines fois on se souvient d'un rêve et certaines fois on ne s'en souvient pas. Alors, il y a une hypothèse qui a été formulée pour répondre à cette question en 1976 par des Américains, Kulak et Goodenough, qui sont partis de résultats qui montraient que si on présente des mots à quelqu'un qui est endormi, et si on contrôle bien qu'il est endormi avec du coup des tracés comme je vous ai montré précédemment, donc on vérifie qu'il est bien endormi, on lui présente des mots. Si on lui demande le matin au réveil, alors quels mots vous avez entendu, ou est-ce que vous avez entendu des mots, les dormeurs, s'ils ne sont pas réveillés, ne sont pas capables de répondre, ils ne savent pas ce qu'ils ont entendu pendant qu'ils dormaient. Donc sur la base de ces résultats-là, en fait, ces chercheurs se sont dit, mais si des mots présentés pendant le sommeil ne sont pas retenus, alors comment on pourrait retenir un rêve qui est aussi une nouvelle information qui arrive pendant le sommeil? Donc, à partir de ces résultats-là, ces chercheurs ont proposé que, en fait, pour enregistrer un rêve en mémoire, il faut qu'il y ait un éveil qui survienne juste au moment où le rêve se termine ou au moins quand le rêve est en mémoire de travail. Donc, à partir de leur proposition, ce qui en découle, c'est qu'on s'attend à ce que ceux qui rapportent fréquemment des souvenirs de rêve soient aussi ceux qui se réveillent le plus souvent au cours de la nuit. Alors, cette hypothèse a été testée par un collègue allemand à partir de questionnaires. Donc, c'était une enquête tout à fait intéressante, mais qui donnait des informations subjectives, c'est-à-dire que c'était les sujets eux-mêmes qui évaluaient si, du coup, ils se souvenaient souvent de leurs rêves et s'ils se réveillaient souvent au cours de la nuit. Et en leur posant ces questions-là, il a pu constater effectivement que ceux qui se souvenaient le plus souvent de leurs rêves, c'était aussi ceux qui disaient se réveiller le plus souvent au cours de la nuit. Pour autant, avec ces résultats-là, on n'avait pas encore mesuré objectivement ce temps d'éveil. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur cette question-là, en me disant, si on mesure vraiment, est-ce qu'on obtient les mêmes résultats qu'a donné cette enquête? Donc pour faire ça, on a invité un groupe de personnes qui se souvenaient souvent de ces rêves au laboratoire, un autre groupe qui s'en souvenait rarement. On leur a mis des électrodes sur la tête et on leur a proposé de dormir dans un lit, néanmoins, un lit confortable au laboratoire, pour pouvoir enregistrer les caractéristiques de leur sommeil et pour pouvoir voir si effectivement ceux qui disent se souvenir souvent de leurs rêves avaient plus d'éveil au cours de leur sommeil. Et alors, vous pouvez constater ici que, donc là, vous avez des tracés, les schémas représentent du coup l'architecture du sommeil, ici de quelqu'un qui se souvient souvent de ses rêves, et à droite de quelqu'un qui s'en souvient rarement. Donc c'est une représentation qui est typique de chaque catégorie de sujet, et vous pouvez voir que les éveils sont représentés en noir, et vous pouvez constater que sur ces exemples-là, il y a beaucoup plus de noir, il y a beaucoup plus d'éveil chez la personne qui se souvient souvent de ses rêves que chez la personne qui s'en souvient rarement. Donc cette étude nous a permis de confirmer, d'apporter des arguments expérimentaux forts en faveur de l'hypothèse de Kulak et Goodenough. Donc c'était la première fois qu'il y avait une mesure objective des éveils au cours du sommeil
chez des personnes qui se souviennent souvent de leurs rêves et des personnes qui s'en souvenaient rarement. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc ça nous donnait une partie de l'explication. Apparemment, pour se souvenir d'un rêve, il faut se réveiller au moment où ça s'est passé ou quand le rêve est encore en mémoire de travail. Après, une fois qu'on a eu ces résultats, on pouvait quand même se demander, mais pourquoi donc certains se réveillent plus souvent que d'autres pendant leur sommeil? Alors, c'est très important ici que vous ayez en tête que les caractéristiques du sommeil des deux catégories de personnes sont tout à fait normales dans les deux cas. Donc, tous leurs paramètres de sommeil sont normaux, la quantité d'éveil est normale dans les deux groupes, donc on n'a pas ici affaire à des gens qui dorment moins bien et des gens qui dorment mieux. Tout le monde dort très bien. Tout le monde a le même niveau d'études et en très bonne santé. Donc ici, l'éveil au cours du sommeil, c'est tout à fait normal, c'est physiologique. Tout le monde a de l'éveil au cours de son sommeil. Donc c'est simplement une façon de dormir différente. Ceux qui souviennent souvent de leurs rêves, ils ont tendance à avoir plus de phases d'éveil ou des petites phases d'éveil qui durent plus longtemps. C'est des phases dont on ne se souvient pas nécessairement quand on se réveille. Donc tout le monde a un sommeil normal et certains ont plus d'éveil au cours de leur sommeil que d'autres. Alors, on peut se demander pourquoi c'est comme ça. Donc, cette étude nous a permis d'apporter des éléments de réponse à cette question, puisque quand ils sont venus au laboratoire, du coup, on leur a posé des électrodes sur la tête, mais on leur a aussi mis des écouteurs dans les oreilles, des écouteurs dans lesquels étaient présentés des sons, des bips, et de manière aléatoire, 2 fois par minute, arrivait un prénom. C'était soit leur prénom, soit un prénom non familier. Et on leur a proposé de regarder un film muet sous-titré pendant qu'ils écoutaient ces sons et qu'on leur demandait de ne pas faire attention. Et puis, on leur a laissé ces sons dans les oreilles pendant qu'ils dormaient. Donc ça nous a permis de regarder la réaction du cerveau endormi à ce type d'information. Donc chez nos 2 groupes de sujets. Et alors, on a constaté avec très grand intérêt que la réponse du cerveau dans les 2 groupes de sujets est très différente. Vous avez ici, donc en rouge, les réponses cérébrales au prénom pour ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves, et en noir, la réponse cérébrale au prénom pour ceux qui se souviennent rarement de leurs rêves. Donc, on s'attendait éventuellement à avoir des différences au cours du sommeil, mais ce qui nous a énormément surpris, c'est qu'on a vu des différences dès l'éveil. Pendant que ces 2 groupes de sujets regardaient leurs films, du coup en ne faisant pas attention aux sons, on a vu que les grands rêveurs avaient une réponse cérébrale à ces sons beaucoup plus importante et à une latence, du coup, cette composante qui est plus ample chez les grands rêveurs, elle est connue pour jouer un rôle dans l'orientation de l'attention vers des sons de l'environnement. Donc ces résultats, ils nous ont fait dire que, on a d'un côté des gens qui s'éveillent plus au cours de leur sommeil, qui ont un temps d'éveil plus long, et de l'autre côté, du coup, ces mêmes personnes qui ont une réponse cérébrale au son inattendu de l'environnement qui est plus ample. Du coup, on s'est dit, il y a peut-être un lien. C'est peut-être que, simplement, ceux qui ont cette réponse cérébrale plus ample aux stimuli de l'environnement, se réveillent plus facilement, leur cerveau réagit plus aux stimuli de l'environnement. Donc ça pourrait expliquer qu'ils se réveillent plus au cours de leur sommeil. Mais une fois qu'on a vu ça, on pouvait malgré tout se demander mais pourquoi certains sont plus réactifs aux stimuli de l'environnement que d'autres. Donc pour répondre à cette question, on a refait une étude, et cette fois-ci avec une autre technique, une technique qui s'appelle la tomographie par émission de positons. Ça permet d'enregistrer les variations de débit sanguin cérébral régional. Donc en fait, ça permet de savoir dans quelle partie du cerveau l'activité est concentrée. Et donc là, on s'est dit, dans l'étude précédente, on a regardé l'activité du cerveau en réponse à des sons. Et cette fois-ci, si on regarde l'activité au repos, est-ce qu'on trouve déjà des différences au repos, soit à l'éveil, soit dans les différents stades de sommeil? Alors pour faire ça, il fallait qu'on arrive à faire dormir des gens dans le scanner. Donc ça n'a pas été la chose la plus facile à réaliser de cette étude-là. Donc on a de nouveau invité des gens qui se souvenaient souvent de leurs rêves et des gens qui s'en souvenaient rarement à venir dormir au laboratoire, sauf que cette fois, ce n'était pas dans un lit. Donc ils avaient aussi les électrodes sur la tête, ils avaient aussi un cathéter dans le bras, ils étaient couchés sur le dos, sans oreiller, avec la tête immobilisée, sur un petit lit comme ça.
Et là, on leur disait « Dormez, s'il vous plaît ». Et alors, on s'est dit que peut-être ils ne nous écouteraient pas. Et alors, pour mettre toutes les chances de notre côté, on les a empêchés de dormir la veille. On s'est dit que là, peut-être, ils nous écouteraient un peu mieux. Mais croyez-moi bien, alors qu'ils étaient tous jeunes et en bonne santé, et qu'ils n'avaient pas dormi depuis 36 heures, il y en a quand même 5 qui n'ont pas réussi à dormir. Donc c'est vous dire, sur les 40 qu'on a enregistrés, que c'est pas fait pour dormir. Donc voilà, on fait au mieux avec ce qu'on a. Donc on a des contraintes expérimentales, évidemment, dans la recherche, qui font qu'on n'étudie pas tout ça dans les conditions de la vraie vie. Bon, malgré tout, on en a 35 qui ont réussi à s'endormir. Et donc, on a pu comparer l'activité cérébrale à l'éveil et dans les différentes stades de sommeil chez ces 35 sujets. Et puis, du coup, on a regardé s'il y avait une activité différente chez ceux qui se souvenaient souvent de leurs rêves et chez ceux qui s'en souvenaient rarement. Et effectivement, on a constaté qu'une région du cerveau était plus activée chez ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves que chez ceux qui s'en souviennent rarement, aussi bien à l'éveil que pendant le sommeil lent, que pendant le sommeil paradoxal. Et là, c'était d'autant plus intéressant que cette région, c'est aussi une que le collègue Mark Solms a identifiée dans ses recherches de neuropsychologie. Et dans ses recherches, il a trouvé que quand on a une lésion à cet endroit du cerveau, eh ben, on a une suppression des souvenirs de rêve. Donc là, on s'est dit on avait mis le doigt sur une région qui vraisemblablement avait un rôle important soit dans la mise en mémoire du rêve, soit dans la création du rêve. Du coup, quelle histoire on peut faire avec tout ça? Ce qui est intéressant, c'est alors, bon, cette région du cerveau, c'est une région très associative, donc elle est impliquée dans énormément de tâches. Elle a une fonction associative, c'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de la perception. En fait, elle intègre différentes informations, donc c'est une région intelligente, si on peut dire, et donc elle n'a pas une fonction spécifique. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que parmi ces fonctions, il y a un rôle dans l'orientation de l'attention vers les stimuli de l'environnement. Et donc, d'après l'ensemble de nos résultats, en fait, on peut se dire que finalement, cette région qui s'active quand il y a un stimulus de l'environnement inattendu qui apparaît, cette région s'active. Du coup, probablement que ceux qui ont une activité basale plus importante dans cette région, eh ben, ils ont tendance à avoir une réponse cérébrale à un stimulus inattendu qui est plus importante. Cette réponse cérébrale plus importante fait que, du coup, ils ont une réaction cérébrale, ils ont plus de chances de se réveiller à la suite de la survenue de cet événement inattendu. Du coup, ça fait plus de chances de se réveiller au cours de son sommeil. Et en ayant plus d'éveil au cours de son sommeil, eh ben, on a plus de chances, plus d'occasions de mettre son rêve en mémoire. Et donc, ça aboutit à des gens qui, en moyenne, ont une fréquence de rapport de rêve qui est augmentée par rapport à ceux qui ont une activité basale moins importante dans cette région. Donc ça, c'est une partie de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Parce que donc, ça c'est un effet qui est très net. Donc si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui se souvient rarement de ses rêves, si vous le réveillez plusieurs fois par nuit, évidemment, vous allez avoir de très grandes chances d'avoir un rapport de rêve, d'avoir un souvenir de rêve. Plus vous réveillez les gens, plus vous avez de chances d'avoir un rapport de rêve. Il y a un effet de l'éveil, très vraisemblablement, d'après toutes les données qui sont disponibles actuellement. Mais pour autant, si vous réveillez de manière contrôlée en laboratoire un groupe de gens qui se souviennent souvent de leurs rêves et un groupe de gens qui s'en souviennent rarement, eh ben vous allez constater des différences de pourcentage de rapport de rêve malgré tout. C'est-à-dire que si vous réveillez de manière contrôlée ces deux groupes en sommeil paradoxal, ben le groupe qui se souvient souvent de ses rêves, dans 90% des réveils, il va avoir un souvenir de rêve. Et puis le groupe qui se souvient rarement de ses rêves, eh ben, il va avoir un souvenir de rêve que dans 50% des cas. Donc on a malgré tout une différence entre les deux groupes qui persiste, même si on essaye de contrôler les réveils. Donc l'histoire n'est pas finie, on a trouvé une partie de l'explication. Probablement que le reste de l'explication réside dans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, donc c'est la phase de transition entre le sommeil et l'éveil. Donc qui est d'une durée variable en fonction des individus et qui pourrait expliquer que quand la transition se fait moins bien, eh ben on a du mal à récupérer le souvenir de rêve. C'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement.
Alors, une autre question qu'on peut se poser, finalement, c'est quoi la fréquence de souvenir de rêve normale? Alors, pour répondre à cette question, c'est compliqué parce que, de manière générale, en laboratoire, on étudie des petits groupes de sujets parce qu'on a des techniques qui sont souvent onéreuses et c'est difficile d'avoir un échantillon représentatif de la population. Mais là, pour répondre à cette question, il fallait avoir un échantillon représentatif de la population. Et donc, c'est ce qu'a fait un collègue allemand. Il a contacté un institut de sondage et pour avoir la réponse à sa question, il a interrogé 900 Allemands et en contrôlant tous les paramètres divers et variés qu'on a besoin de contrôler pour avoir un échantillon représentatif, du coup, l'âge, la taille de la ville d'habitation, le statut socio-économique, tout ce genre de choses. Et le résultat de cette étude a abouti au chiffre de 1 rapport de rêve par semaine. Ça, c'est la fréquence moyenne de souvenirs de rêve en Allemagne, d'après cette étude. Alors je trouve ce chiffre très intéressant parce que ça dit à la fois que c'est commun. Je veux dire, c'est une fois par semaine, c'est quand même c'est présent dans une vie, ça se répète régulièrement. Le rêve, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais pour autant, c'est pas tous les jours. Du coup, avec ce chiffre-là, on a du mal à avoir une idée de si c'est fait exprès de s'en souvenir ou pas. C'est ça qu'il va falloir quand je dis fait exprès, évidemment, je pense à est-ce que c'est adaptatif? Est-ce que c'est avantageux de se souvenir de son rêve ou pas? Avec ce chiffre, je trouve que c'est pas très clair de se faire une idée. Par contre, une chose importante à avoir en tête, c'est que des gens qui ne se seraient jamais souvenus d'un rêve, apparemment, ça n'existe pas. Il y a un cas qui est décrit dans la littérature, qui est tout à fait exceptionnel. Donc quelqu'un qui disait ne jamais s'être souvenu d'un rêve, on l'a réveillé en laboratoire plusieurs fois dans les différents stades de sommeil pendant plusieurs nuits, il n'a jamais rapporté de rêve. C'est tout à fait exceptionnel. C'est vraisemblablement quelque chose qui n'existe pas. Nous, du coup, dans nos études, on cherche des gens qui se souviennent rarement de leurs rêves, on a énormément de mal à en trouver. Donc dans la classe d'âge 18-25 ans, des gens qui se souviennent de leurs rêves moins de 2 fois par mois, on a vraiment du mal à en trouver. Alors on peut aussi se demander ce qui influence la fréquence de souvenirs de rêve. Alors il y a beaucoup de paramètres. L'âge, on a tendance à moins se souvenir de ses rêves en vieillissant. Le genre, il y a un très faible avantage pour les femmes qui ont tendance à s'en souvenir un tout petit peu plus que les hommes. Et puis, il y a, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les éveils au cours de la nuit. S'il y a plus d'éveils, on a plus de chances de se souvenir de son rêve. Le stade de sommeil qui précède l'éveil, si on se réveille en sommeil paradoxal, on a plus de chances de se souvenir de son rêve. Le type de réveil, un réveil abrupt est plus propice à un souvenir de rêve qu'un réveil graduel. Et la taille de la ville d'habitation. Alors ça, c'est un paramètre qu'on a découvert grâce à cette enquête faite par le collègue allemand. Donc ça faisait partie des paramètres qui contrôlaient pour avoir un échantillon représentatif de la population, et ils ont constaté que ça corrélait avec la fréquence de souvenirs de rêve. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans des grandes villes ont tendance à se souvenir plus souvent de leurs rêves que ceux qui habitent dans des petites villes. Alors l'explication de ce paramètre-là, ça pourrait être le lien avec les éveils au cours de la nuit. On peut faire l'hypothèse que peut-être dans les grandes villes, on a plus de raisons d'être réveillé la nuit, ce qui pourrait expliquer une augmentation de la fréquence de souvenirs de rêve. Ça reste à confirmer. Dans les autres paramètres qui jouent un rôle dans la fréquence de souvenirs de rêve, il y a le stress. Donc le stress a tendance à augmenter la fréquence de souvenirs de rêve. La fréquence de souvenirs de rêve de maman aussi. Donc si maman raconte son rêve le matin au petit déjeuner, les enfants ont tendance à raconter plus souvent leurs rêves. Et ça, c'est probablement lié au paramètre qui a le plus d'effet, qui est le plus connu pour avoir un effet sur la fréquence de souvenirs de rêve, c'est l'intérêt pour le rêve. Donc s'il y en a parmi vous dans cette salle qui souffrent de ne pas se souvenir de leurs rêves aussi souvent que ce qu'ils voudraient, alors ça, c'est très facile de régler ce problème. Il suffit de faire un carnet de rêve. Donc vous mettez un carnet à côté de votre lit, et tous les matins, vous notez aujourd'hui, je ne me suis pas souvenu de mon rêve. Et puis le lendemain, aujourd'hui, je me suis souvenu d'un rêve. Et très rapidement, au bout d'une semaine ou deux, vous allez voir la fréquence de souvenirs de rêve augmenter de manière importante. Donc ça, c'est pas du tout expliqué, c'est simplement une observation qui est tout à fait bien décrite. S'intéresser à la question du rêve, ça aboutit à mieux se souvenir de ses rêves. Voilà. Il va falloir qu'on comprenne ça, mais pour l'instant, on ne comprend pas encore.
Alors, une chose importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de corrélation claire entre la fréquence de souvenirs de rêve et les aptitudes cognitives. Alors, initialement, les chercheurs se sont dit, on a d'un côté des gens qui se souviennent de quelque chose, et puis d'autres qui ne s'en souviennent pas. Ils se sont dit, bon, ben voilà, il y en a qui ont une bonne mémoire, et puis d'autres qui ont une mauvaise mémoire. Donc, ils ont testé ça. Ils ont pris des gens qui se souvenaient souvent de leurs rêves, des gens qui s'en souvenaient rarement, ils ont fait des tests de mémoire. Et je vous rassure tout de suite, il n'y avait aucune différence. Il n'y a pas de différence de mémoire à l'éveil entre ces deux groupes de sujets. En fait, pour qu'une différence de mémoire à l'éveil puisse expliquer les différences de fréquence de rapport de rêve, il faudrait qu'on ait affaire à un amnésique par rapport à quelqu'un en bonne santé. Donc, de fait, là, les différentes aptitudes cognitives qui ont été testées, donc la mémoire, mais aussi la capacité à s'imaginer une scène multisensorielle des yeux fermés, des choses comme ça. Donc ces différentes aptitudes qui semblaient reliées à la capacité à faire un rêve ou à s'en souvenir ont été testées et n'ont pas montré de différence entre les deux groupes de sujets. Par contre, de manière intéressante, il a été montré un lien entre la personnalité et la fréquence de souvenirs de rêve, avec une tendance à une créativité augmentée chez ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves, une ouverture à l'expérience plus importante, mais également, certaines études montrent une anxiété plus importante, et une alexithymie moins importante. L'alexithymie, ça caractérise quelqu'un qui a du mal à reconnaître ses émotions et à en parler. Et ces personnes qui ont un fort trait d'alexithymie, donc qui ont du mal à reconnaître et à parler de leurs émotions, celles-là ont tendance à ne pas se souvenir fréquemment de leurs rêves. Alors, donc ça c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'on peut modifier volontairement sa fréquence de souvenir de rêve? Si on veut l'augmenter, c'est facile. Il suffit de porter son attention, de s'intéresser à cette question, et la fréquence augmente rapidement. Alors on peut aussi se poser la question, se demander à quoi rêvent les gens. Alors il y a beaucoup de rêves typiques qui ont été identifiés. Vous allez sûrement en reconnaître beaucoup, comme être poursuivi, être habillé de manière inappropriée, tomber, rater un examen, chercher des toilettes. Là, en général, il vaut mieux se réveiller rapidement. Perdre ses dents, arriver en retard. Alors, être tué, aussi, c'est un rêve typique. Alors moi, j'ai le plaisir de ne pas l'avoir fait, celui-là. Il y a aussi voler, des rêves érotiques. Tout ça, c'est des rêves typiques. Alors, il ne faut pas comprendre rêve typique et rêve fréquent. Malheureusement, voler et les rêves érotiques, c'est pas très fréquent. Mais c'est typique. Alors, on peut se demander ce qui influence le contenu du rêve. Alors, ça, il y a aussi énormément de paramètres. Alors déjà, il y a des paramètres de l'environnement. Tout ce qui est stimulation diverses et variées, tactile, des odeurs, n'importe quoi présenté pendant le sommeil est susceptible d'être incorporé dans le rêve et de modifier son contenu. Il y a Bill Watterson qui s'est emparé de cette information pour faire que Hobbes trafique le rêve de Calvin, que Calvin trafique le rêve de Hobbes en lui présentant un muffin sous le nez pendant qu'il dormait. Donc ça, c'est un exemple tout à fait bien documenté. Après, il y a toute une foultitude de paramètres qui ont été testés et qui montrent un effet sur le contenu du rêve. Comme, par exemple, la vie dans un environnement violent augmente le contenu violent des rêves. On peut retrouver des faits d'actualité dans les contenus des rêves. Il y a une différence de contenu dans les rêves des garçons et dans les rêves des filles, avec une tendance à plus d'agression dans le rêve des garçons. On voit apparaître de manière très massive les préoccupations du sujet dans le contenu des rêves. Les musiciens rêvent plus de musique que des gens qui ne sont pas musiciens. Des gens qui ont vu des médias en noir et blanc ont tendance à rêver plus en noir et blanc que ceux qui n'ont pas été confrontés aux médias en noir et blanc. Et finalement, on arrive à reconnaître les croyances religieuses de quelqu'un en lisant le contenu de ses rêves. Donc ça, c'est toute une liste de paramètres pour vous dire que beaucoup ont été testés. Et finalement, l'ensemble de ces résultats a été synthétisé avec l'hypothèse suivante, qui est en fait une hypothèse qui synthétise les résultats. Ça permet de regrouper tous les résultats, à savoir que, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à rêver de ce qu'on vit, de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Donc, cette hypothèse, c'est une hypothèse descriptive qui dit que, d'après ce qui a été testé, il y a une continuité entre le contenu de la vie éveillée et le contenu de la vie rêvée. Alors, évidemment, on n'est pas en train de dire que le rêve, c'est pareil que la vie éveillée, pas du tout. Mais il y a beaucoup de choses de la vie éveillée qu'on retrouve dans le contenu des rêves. Cependant, il y a des exceptions.
puisque des personnes paraplégiques, même lorsqu'elles le sont depuis la naissance, rêvent qu'elles marchent et qu'elles dansent. Donc ça, c'est quelque chose qui enfreint cette constatation et qu'il faudra également qu'on explique. Alors, on peut aussi se poser la question du coup des souvenirs qui sont les plus représentés dans les rêves. C'est-à-dire que si on s'intéresse au contenu du rêve en se demandant, mais donc là, dans ce rêve-là, j'imagine ça vous est déjà arrivé, vous vous réveillez, vous faites un rêve et vous dites « Ah, mais cet élément-là, ça me fait complètement penser », vous l'associez de manière évidente à quelque chose que vous avez fait la veille, ou à une personne que vous avez vue il y a un mois, ou à une action que vous avez faite il y a une semaine. Donc des éléments de la vie éveillée, on en reconnaît fréquemment dans le contenu des rêves, et si on essaye de s'intéresser à leurs caractéristiques, de savoir à la fois d'où ils viennent et s'ils sont plutôt positifs, négatifs, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout un champ de recherche qui a permis de montrer ça, c'est un résultat qui est tout à fait intriguant, tout à fait marrant. Donc quand on s'engage dans ce type de recherche, la première chose qu'on peut regarder, c'est quel est le délai d'incorporation d'un élément de la vie éveillée dans le contenu des rêves. Et en fait, ces études ont montré que... Donc c'est des études qui se sont intéressées, qui ont demandé à des sujets de rapporter leurs rêves pendant 7 ou 15 jours. Et du coup, donc ils faisaient d'un côté un carnet de rêves, d'un côté un carnet de journée, et puis ils essayaient de voir les liens entre les deux. Et ils se sont rendus compte que en fait, les événements de la vie éveillée qui apparaissaient dans le rêve dataient surtout de la veille. Ça, on pouvait s'y attendre, il y a un effet de mémoire. Mais également de 7 jours avant le rêve. Il y avait un pic 7 jours avant le rêve. On pourrait s'attendre à ce que, s'il y a un effet de mémoire, plus le temps passe, moins les événements de la vie éveillée sont incorporés dans le rêve. Et puis en fait, ça ne marche pas. Au 7e jour, il y a un pic. Donc il y a une espèce de préférence pour les événements qui sont passés la veille et pour les événements qui sont passés il y a 7 jours. Donc ça, c'est tout à fait remarquable et ça n'est pas à expliquer. Il n'y a pas d'explication fonctionnelle à cette observation. C'est tout à fait intriguant. Alors, on a pu, au laboratoire, reproduire ce résultat et le préciser. Donc, nous, cette fois-ci, en fait, les études précédentes s'étaient intéressées à un délai assez court, et nous, pour essayer d'élargir le délai, en fait, on a demandé à des gens de raconter leurs rêves pendant 7 jours également, le matin au réveil, mais dès le réveil, on leur a dit, essayez de... Si vous voyez des liens évidents entre le contenu de votre rêve et des événements qui sont passés dans votre vie éveillée, eh bien, dites-nous-en un peu plus. Dites-nous quand ça s'est passé, cet événement de la vie éveillée, s'il était positif, s'il était négatif, s'il était important pour vous. Donc, tout un ensemble de caractéristiques. Et la différence de cette étude par rapport aux précédentes, c'est que en fait, les gens étaient interrogés au réveil. Donc, ils avaient une meilleure mémoire de ce qui s'était passé la veille. Et ça nous a permis de constater que, dans ce cas-là, on avait un effet des souvenirs de la veille qui était très, très augmenté. Donc, dans notre étude, parmi tous les événements de la vie éveillée qu'on a récoltés, qui étaient incorporés dans le rêve, 40% venaient du jour qui précède le rêve. Donc, c'est dire que il y a un énorme effet de ce qui s'est passé dans la journée, dans la construction du rêve. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi ces événements de la vie éveillée qui ont été incorporés dans le rêve, une majorité sont considérés comme importants par le rêveur, mais vous en avez malgré tout presque 40% qui sont considérés comme pas du tout importants. Donc, ça c'est ce que Freud appelait le dérésidu. Apparemment, on peut reconnaître des choses du jour qui précède le rêve dans le contenu du rêve, mais ça peut être très bien des choses importantes comme des choses complètement triviales. Et alors, l'autre résultat qui nous a beaucoup étonnés et beaucoup intéressés, c'est que quand on demandait aux gens de nous dire si ces événements de la vie éveillée incorporés dans leurs rêves étaient plutôt positifs ou négatifs. Et d'après les réponses dans cette étude, on avait presque 50% des événements de la vie éveillée qui étaient incorporés dans le rêve qui étaient considérés comme positifs par les rêveurs. Alors on ne s'attendait pas du tout à ça, notamment dans le cadre d'une hypothèse d'un rôle du rêve dans la régulation émotionnelle. On se disait si le rêve aide à réguler la vie émotionnelle, l'affect, ça serait sûrement cohérent de voir surtout les événements négatifs incorporés dans le rêve pour que le rêve puisse les trafiquer et que le rêveur soit
mieux à même de vivre avec le lendemain. Et on n'a pas constaté ça. On a constaté que la majorité des événements de la vie éveillée qui sont incorporés dans le rêve sont positifs. Alors, il y a aussi des négatifs, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant, mais on n'a pas encore d'explication fonctionnelle pour cette caractéristique. Alors, on peut aussi se demander s'il y a une influence du rêve sur la vie éveillée. Alors ça, ce n'est pas un champ de recherche qui est très développé encore actuellement. Mais il y a quelques études qui ont été réalisées, notamment une qui a été réalisée par Daniel Erlacher, donc, qui va venir faire sa conférence sur le rêve lucide ici bientôt. Il a montré que la pratique d'un sport en rêve lucide permet d'améliorer les performances à l'éveil. Bon, ça marche aussi en l'imaginant. Hein. Donc si vous pratiquez le sport en l'imaginant à l'éveil, vous allez aussi améliorer vos performances autant qu'en rêve lucide. Donc l'avantage n'est pas forcément énorme, puisque c'est pas facile de faire des rêves lucides, mais bon, c'est un résultat qu'ils ont publié. L'humeur de la journée influence le rêve qui, en retour, influence l'humeur de la journée. Donc ça, c'est assez marrant, c'est un résultat du collègue allemand. Et puis, c'est important d'insister sur le fait que l'analyse du contenu du rêve selon différentes méthodes peut aboutir à la prise de conscience de certains faits concernant sa vie personnelle. Ça, c'est pas quelque chose qui a été simplement proposé par Freud, c'est quelque chose qui a été étudié dans différents domaines de la psychologie expérimentale et qui ont donné des résultats tout à fait significatifs, c'est-à-dire que discuter à partir d'un rêve, ça permet de prendre conscience de certains événements de sa vie éveillée. À tel point que l'utilisation des rêves en psychothérapie a été reconnue comme ayant un effet bénéfique, du coup à différents niveaux. Donc le rêve peut d'une part aider à la prise de conscience, mais des études ont également montré qu'il augmente l'implication du patient dans la thérapie, ce qui n'est pas rien. Il facilite l'accès aux sujets d'importance dans la vie du patient, ça aussi, ça me semble fort important. Et puis, ça aide à établir une relation de confiance entre patient et clinicien, et ça aide le clinicien à comprendre l'évolution du patient. Donc ça, c'est beaucoup de raisons qui font que le rêve est encore actuellement sous-utilisé en psychothérapie dans les différentes approches, et mériterait de l'être beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on peut contrôler le cours de son rêve ? Ça, oui, si on fait un rêve lucide. Donc la définition du rêve lucide, c'est... au cours d'un rêve lucide, on est conscient qu'on est en train de rêver alors qu'on est en train de rêver. Donc on est endormi, on rêve, et là on se dit « Ah mais tiens, est-ce que... En fait, c'est pas la vie éveillée, c'est un rêve. » Et pour autant, on ne se réveille pas. Et il y a certains qui une fois qu'ils réussissent, enfin, une fois que ça leur arrive de prendre conscience qu'ils sont en train de rêver, ils arrivent à utiliser cette conscience pour contrôler une partie du contenu du rêve. C'est pour ça que ça amuse beaucoup de gens, et que beaucoup de gens ont envie de réussir à faire des rêves lucides, puisque dans la population générale, simplement 50% des personnes disent avoir déjà fait un rêve lucide, ont déjà eu au moins une fois cette impression d'avoir conscience de rêver au moment où ils rêvaient. Donc c'est simplement la moitié des gens. Et si là on cherche des gens qui font fréquemment des rêves lucides, on ne tombe plus qu'à un pourcentage de l'ordre de 10%. Donc c'est très peu de gens qui font des rêves lucides fréquemment. Donc c'est quelque chose qui évidemment a beaucoup intéressé les chercheurs, parce que si on est conscient de rêver, on peut imaginer des codes pour donner l'information à un expérimentateur extérieur. Donc des collègues ont essayé d'utiliser cette approche. Le problème, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, des gens qui font des rêves lucides, c'est rare, et des gens qui font des rêves lucides fréquemment, c'est encore plus rare. Et des gens qui font des rêves lucides fréquemment et qui réussissent à en faire un dans un laboratoire, c'est complètement exceptionnel. Donc, on aboutit à une étude qui a 3 sujets. Alors, vous allez me dire, d'un point de vue scientifique, c'est non pertinent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des études sur 3 sujets. Mais quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la main, eh ben on est bien content d'avoir les 3 sujets qui ont réussi à dormir en laboratoire. Et donc, à partir de ces 3 sujets, donc, qui ont réussi à faire un code avec les yeux sont mobiles pendant le sommeil paradoxal, donc ils avaient convenu d'un code
avant de s'endormir. Et quand on rentrait en rêve lucide, ils indiquaient à l'expérimentateur qu'ils étaient en rêve lucide en faisant la série de mouvements des yeux, convenus préalablement. Donc, avec cette stratégie, ils ont pu enregistrer l'activité du cerveau en bas, en bleu, pendant du sommeil paradoxal sans rêve lucide. Au-dessus, pendant du sommeil paradoxal avec rêve lucide. Et tout en haut, vous avez l'activité cérébrale à l'éveil. Et donc, vous constatez rapidement avec le code couleur que, en fait, l'activité cérébrale pendant le rêve lucide, elle a l'air d'être un petit peu intermédiaire entre le sommeil paradoxal et l'éveil. Ça a l'air d'être une espèce d'état intermédiaire, peut-être de transition. Ça expliquerait que ce ne soit pas très fréquent. Moi, ça me donne l'impression que c'est en fait une sorte de transition ratée, une transition qui s'est mal faite entre le sommeil et l'éveil. Et donc, certaines fois, elle dure, et donc ça mélange les caractéristiques de l'activité cérébrale du sommeil et de l'éveil, et donc les caractéristiques cognitives également. Alors, ce qui est intéressant, toujours dans l'équipe de Daniel Erlacher, c'est qu'ils ont réussi, avec une enquête par Internet, à interroger de nombreux rêveurs lucides, et ils leur ont demandé, mais alors, qu'est-ce que vous choisissez de faire quand vous avez le choix? Parce que c'est vrai que c'est un côté un petit peu magique. On est dans un rêve, tout est possible. Tellement tout est possible, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que les gens choisissent de faire quand tous les degrés de liberté sont permis? Eh bien, figurez-vous qu'ils choisissent de voler. Mais alors, c'est complètement unanime, et ils choisissent de voler, et que voler? C'est voler qui gagne, mais droit devant, mais très très loin devant même l'activité sexuelle, tout ce que... Alors, c'est assez marrant, je trouve. Apparemment, c'est... Et puis, c'est unanime, quoi. Si on peut faire un truc impossible, c'est de voler. Alors, si ça vous intéresse de voler, vous pouvez vous entraîner à faire des rêves lucides. Il y a de différents ouvrages qui proposent des stratégies pour essayer d'augmenter la fréquence des rêves lucides. Le pionnier en la matière, c'est Stéphane Laberge, qui est un Canadien. Il y a un documentaire sur le rêve lucide qui doit être encore disponible sur Dailymotion, qui a été réalisé par Arte, que je trouve très bien fait. Il réunit à peu près tous les spécialistes de la recherche sur le rêve et le rêve lucide actuel. Donc ça vous permettra de vous faire une idée. Moi, de mon côté, je ne vous recommande pas nécessairement de jouer à ça très longtemps, parce que toutes les stratégies qui permettent d'augmenter la fréquence du rêve lucide, c'est aussi des stratégies qui abîment le sommeil, et le sommeil, c'est quelque chose de très important, donc je ne vous recommande pas de l'abîmer. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on pourra un jour voir le contenu du rêve de quelqu'un d'autre? Parce que là, jusqu'à présent, c'est vrai que le rêve des autres, on y a accès si on est proche de la personne, si la personne veut bien raconter son rêve, ou dans un contexte scientifique, et avec beaucoup de possibilités de perte d'informations, de transformation d'informations, comme je vous l'ai montré au départ. Donc évidemment, c'est une question scientifiquement qui est complètement brûlante. Est-ce qu'on pourrait, avec les développements de la science, arriver à voir le contenu du rêve de quelqu'un? Alors il y a des films, des dessins animés qui ont été développés sur la question, hein, évidemment. Alors la question, c'est donc, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas? Alors il y a des collègues japonais qui ont publié en 2013 qu'ils avaient réussi à faire ça, qu'ils avaient décodé le contenu d'un rêve à partir de l'activité cérébrale. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'on a ici un rêveur qui dort, qui est en train de rêver. Alors, comme il dort, il ne peut pas nous dire « je rêve » et surtout, il ne peut pas nous raconter le contenu de son rêve. Du coup, les chercheurs se sont dit « bon, alors, il ne peut pas nous dire à quoi il rêve, mais par contre, nous, on peut lui prendre son activité cérébrale pendant qu'il dort, sans trop le réveiller. » Ça, c'était la théorie. Mais mettons, donc ils prennent leur activité cérébrale pendant qu'ils dorment, ils rentrent ça dans un ordinateur, ils font mouliner l'ordinateur, et puis l'idée, c'était de reconstruire, du coup, à partir de l'activité cérébrale du dormeur endormi, revenir au contenu de son rêve. Alors, c'était extrêmement ambitieux, parce que si effectivement on fait de la recherche sur l'activité cérébrale avec des techniques de neuroimagerie depuis, je dirais, les années 80-90, et qu'on a fait beaucoup d'études et que la recherche a beaucoup avancé, l'idée de pouvoir utiliser cette information pour reconstruire, pour remonter au contenu de la pensée, c'est extrêmement ambitieux. Et sans compter que l'activité cérébrale qu'on enregistre ici, ce n'est pas de l'activité cérébrale à l'échelle cellulaire, c'est de l'activité cérébrale
global. Ça nous dit simplement où l'énergie est consommée. Donc c'est en termes d'apport d'énergie, on ne sait pas ce que ça fait, si ça inhibe, si ça active. Enfin, je veux dire, c'est une information grossière. Et en ça, c'était tout à fait remarquable de la part des chercheurs de se dire que, à partir de cette information grossière, est-ce qu'on ne pourrait pas remonter au contenu de la pensée? Évidemment, c'est intéressant et c'était, j'allais dire, il fallait la tenter. Moi, je ne l'aurais pas tentée parce que je n'aurais pas pensé qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Mais leurs études ont montré qu'ils avaient, à l'éveil notamment, ils ont réussi à prédire si une personne était en train de voir une croix ou un rond. Alors c'est dans un contexte très limité et très contrôlé, mais ils avaient quand même déjà réussi à faire ça. Du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait appliquer ces recherches-là pour décoder le contenu d'un rêve? Et puis, en vérité, plutôt que de décoder le contenu de ce rêve, ils sont plutôt arrivés à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à voir dans 90% des cas si la personne était plutôt en train de rêver d'objets ou plutôt de personnages. C'est vous dire qu'on est loin du moment où quelqu'un pourra voir le contenu de notre rêve, sans compter que pour réussir à extraire cette information-là, c'est pas qu'ils ont torturé 3 étudiants, mais quand même pas loin, puisqu'ils les ont mis dans le scanner, ils les ont réveillés 300 fois chacun pour avoir assez d'informations, à chaque fois en stade 1, donc hop, ils s'endormaient, ils les réveillaient, alors tu rêvais à quoi? Hop, ils s'endormaient, ils les réveillaient, alors tu rêvais 300 fois. Donc c'est pas tout de suite, vous pouvez dormir tranquille, c'est pas demain qu'on pourra voir le contenu de votre rêve. Et j'ai envie de dire, quand bien même on pourrait voir ça, on en ferait quoi? On en ferait quoi, sachant que on ne sait pas à quoi correspondent, d'où viennent ces informations? Il n'y a que le rêveur qui sait que cet hippopotame, c'est l'hippopotame qu'il y avait dans sa salle de classe en 3e, que ce bonhomme-là de dos, ça ressemble étrangement à son professeur de mathématiques, et que ça, c'était l'escalier du centre commercial pendant les vacances, quand il était adolescent. On sent que vraisemblablement, donc, le rêve reproduit très rarement une expérience vécue telle qu'elle s'est passée. Bien au contraire, il a tendance à mélanger des éléments d'expérience vécue, selon des règles qu'on comprend encore mal, mais on pressent bien que les éléments d'information qui sont regroupés les uns avec les autres, c'est ça qui a de l'importance. Et c'est ça qui fait que votre rêve vous surprend ou vous choque le matin au réveil, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui ne devraient pas du tout être ensemble. Et tout ça pour dire que, en fait, pour pouvoir faire quelque chose d'un rêve, très vraisemblablement, il faudrait avoir toute la vie de la personne. Enfin bref, c'est pas en voyant le contenu du rêve que vous pourrez en faire grand-chose, quoi qu'il arrive. Donc vous pouvez dormir tranquille encore plus, pendant encore plus longtemps. Alors probablement que pour répondre à la question de pourquoi j'ai rêvé à ça, il faudrait qu'on comprenne les règles qui régissent l'apparition des événements de la vie éveillée dans le contenu du rêve. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi c'est ceux-là qui sont sélectionnés et pas d'autres. Et il me semble que la psychanalyse a des hypothèses à proposer à ce sujet-là, et ça me semble très intéressant de s'engager dans cette direction-là, de collaborer sur cette matière-là avec cette discipline, puisqu'ils ont des choses à proposer. Donc Mark Solms est le neuropsychologue et psychanalyste qui a tenté l'expérience d'essayer de faire un rapprochement entre les neurosciences et la psychanalyse. Donc il est fondateur d'un courant qu'il a appelé neuropsychanalyse et d'une société du même nom. Alors, je le trouve un petit peu héroïque, parce qu'effectivement, faire se parler des neuroscientifiques et des psychanalystes, c'est, je pense que de gravir l'Everest, c'est facile à côté. Et pour autant, j'ai vraiment l'impression que le bénéfice serait grand. Il a du coup entamé cette initiative il y a plus de 10 ans maintenant. Je pense qu'elle porte ses fruits et que dans la durée, on va y arriver. Je suis une fervente adhérente à cette initiative. Je pense qu'on a vraiment besoin des atouts des deux disciplines pour essayer de mieux comprendre le cerveau et le rêve en particulier. Et donc, on en arrive à la question ultime, c'est est-ce qu'on peut interpréter un rêve? Alors, Jacqueline Carrois vous a sûrement parlé des clés des songes, donc qui sont beaucoup développées au XIXe siècle, et qui étaient des dictionnaires pour interpréter
interpréter les rêves. Donc il y avait des mots, comme dans le dictionnaire, et quand vous rêviez de ce mot, à côté, il y avait la conséquence, la signification dans la vie éveillée. Par exemple, si vous rêviez de serpent, ça voulait dire que vous alliez devenir riche. Et ce qui était très intéressant, c'est que en fait, ces clés des songes changeaient chaque année. Si bien que si vous rêviez en 1889 de serpent, ça ne voulait pas dire la même chose que si vous en rêviez en 1890. Donc c'est là où on se rend compte que c'est des perspectives. C'est des perspectives. Il y a l'interprétation des rêves de Freud aussi. Donc Freud a proposé une façon d'interpréter les rêves. J'ai envie de dire, pourquoi pas, ces perspectives ont toutes des intérêts, je pense. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation validée scientifiquement actuellement. Donc j'ai appris récemment qu'il y avait des clés des songes qu'on pouvait trouver sur Internet actuellement. Donc quand on se réveille le matin, on peut rentrer le contenu de son rêve ou les mots de son rêve et ça nous donne une interprétation. Moi, ça me fait penser à de l'astrologie un petit peu, mais après tout, ce qui compte dans l'interprétation du rêve, j'ai envie de dire, il n'y a que le rêveur qui a une intuition, à qui ça peut... Finalement, la validation scientifique, c'est une chose. Après, l'intérêt des personnes sur l'interprétation du rêve, c'est autre chose. Si l'interprétation avec des clés des songes, ça convient à quelqu'un, je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Pour finir, quelles sont les fonctions du rêve? Ça aussi, c'est vraiment la question, c'est pas à 1000 €, mais plutôt à 10 millions d'euros. Donc là, en cette matière, il y a des hypothèses, il n'y a aucune fonction du rêve qui a été découverte actuellement. Il y a des hypothèses qui, pour la plupart, ont très peu d'arguments expérimentaux en leur faveur, ou pour d'autres, absolument aucun. Alors, la première hypothèse, une des hypothèses qui a été proposée, c'est celle de Freud, que le rêve soit un gardien du sommeil. Il a proposé cette hypothèse à partir de sa constatation de quand on... Vous avez probablement déjà fait cette expérience de votre réveil sonne, et puis en fait il s'incorpore dans votre rêve, et le fait que le réveil se soit incorporé dans votre rêve, ben, ça ne vous a pas réveillé. En fait vous avez continué votre rêve, et puis vous êtes réveillé plus tard. Et du coup c'est en ça que, c'est à partir de cet exemple-là, de cette caractéristique-là du rêve, que Freud a proposé que du coup, le rêve garde le sommeil. Et puis, il a également proposé que ce soit un lieu privilégié de l'expression de l'inconscient. Alors ça me semble une hypothèse très intéressante, mais qui est difficile à tester, qui n'a pas encore été testée de manière expérimentale jusqu'à présent. Alors, il faut toujours garder en tête que c'est tout à fait envisageable que le rêve n'ait pas de fonction. Après, il y a l'éminent professeur Jouvet à Lyon, qui a proposé que le rêve puisse jouer un rôle surtout le sommeil paradoxal, dans la reprogrammation et le maintien des comportements instinctifs de la race. Puis il a changé d'hypothèse sur la fin de sa carrière. Il a proposé que le rêve puisse jouer un rôle dans l'individuation psychologique. Alors ça me semble très intéressant comme hypothèse, mais c'est pareil, c'est pas facile à tester. Il y a un collègue finlandais qui propose que le rêve puisse jouer un rôle dans la simulation de menaces pour pouvoir mieux y faire face à l'éveil. Donc il a basé son hypothèse sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de rêves qui sont négatifs, agressifs, surtout chez les hommes, avec des contenus agressifs surtout chez les hommes. Et du coup, il s'est dit, mais c'est peut-être pas pour rien, ça peut-être un avantage adaptatif de s'entraîner à affronter des menaces à un moment où en fait on risque rien, parce qu'un adversaire peut rien nous faire en rêve, et alors ça nous apporterait l'avantage de nous être entraînés si on se trouve confronté à cette menace à l'éveil. La consolidation de la mémoire, ça c'est une hypothèse qui est à la mode. Jusqu'à présent, il y a peu d'arguments en faveur de cette hypothèse. Il y a un seul article publié. Par contre, dans les congrès, ce que les collègues disent, c'est qu'ils ont tous essayé de tester cette hypothèse et puis ils n'ont jamais trouvé de résultat convaincant. Et comme ils n'avaient pas de résultat qui allait dans le sens de l'hypothèse, ils ont eu du mal à le publier. Donc moi-même, j'ai fait une étude cette année qui ne montre pas d'effet de... En fait, on ne se souvient pas mieux de quelque chose quand on en rêve que quand on n'en rêve pas. C'est le résultat de ces études-là. J'ai une collègue à Caen qui a aussi pas vu d'effet du rêve sur la consolidation de la mémoire. Les Canadiens aussi ont testé, n'ont pas trouvé d'effet. Donc, jusqu'à présent, c'est pas sûr, quoi. Donc, ce qui a été testé, c'est pas ce qu'on voit.
Alors l'hypothèse que je trouve très intéressante, c'est l'hypothèse d'un rôle du rêve dans la régulation émotionnelle. Alors celle-ci est peut-être moins difficile à tester que les autres, mais elle n'a pas été encore beaucoup testée. J'ai un projet sur la question. Je reviendrai vous en parler dans longtemps, quand il sera financé. Et finalement, il y a cette hypothèse d'un rôle du rêve dans la créativité, ce qu'on imagine volontiers, parce que c'est une des choses les plus frappantes, c'est ce mélange de choses qui semblent complètement incongrues et puis certaines fois choquants, inadaptés. Enfin bref, on se dit, mais enfin, comment est-ce que j'ai pu rêver quelque chose comme ça? Et ça, on imagine bien que ça puisse servir, que ça puisse être adaptatif, ça puisse nous faire essayer des chemins neuronaux qui pourraient nous servir à l'éveil. Alors ici, en termes de créativité, quelques exemples donc historiques, des découvertes ou des créations artistiques qui ont été inspirées par des rêves, d'après leurs auteurs. Donc, il y a la classification des éléments de Mendeleïev, la machine à coudre. Il y a une sonate de Tartini, la sonate du diable. Bon, il l'a composée, éveillée, à partir de son souvenir de rêve, mais je crois qu'il a reconnu que c'était vraiment fantastique, magique, invraisemblable en rêve, et qu'il n'a jamais réussi à reproduire l'impression qu'il avait eue en rêve. Donc un certain nombre de grandes découvertes qui, d'après leurs auteurs, sont dues au rêve. Donc ça reste à confirmer, mais effectivement, il me semble que c'est une hypothèse tout à fait intéressante. Alors pour finir, quelques recommandations scientifiques et artistiques. Donc de la science et des rêves, mémoire d'un onirologue de Michel Jouvet. Donc ça, je vous le recommande grandement. Donc c'est un ouvrage qui retrace à la fois la vie de Michel Jouvet et sa carrière professionnelle. Cet homme a maintenant 90 ans, il a traversé tout un siècle, il a des capacités d'orateur tout à fait remarquables, il écrit très bien, ça se lit comme un roman, c'est passionnant, je vous le recommande largement. Alors Les Nuits savantes, le livre de Jacqueline Carrois, je vous le recommande également, c'est un recueil, un effort d'avoir une perspective historique extrêmement bien documentée sur cette question de qu'est-ce que les hommes ont fait avec le rêve au cours du temps. C'est passionnant. L'incertitude qui vient des rêves de Roger Caillois, alors ça c'est tout à fait... ça c'est un exercice de style, c'est un tout petit livre qui en fait, dans lequel Roger Caillois, qui est un académicien, et il écrit merveilleusement bien, il essaye de montrer qu'on ne peut pas faire la différence entre un rêve et la vie éveillée. C'est que vous avez tous fait cette expérience-là, que certaines fois, quand vous rêvez, vous êtes convaincu que c'est la vie éveillée, et puis c'est quand vous vous réveillez que vous vous rendez compte que, ah ben non, c'était un rêve. Et donc, il essaye de démontrer pendant une centaine de pages que, du coup, on ne sait pas, en fait, si on est endormi ou réveillé. Et on ferme ce livre avec un espèce de gros doute. C'est assez fascinant. Alors, ça c'est beaucoup moins léger, c'est Rêver sous le Troisième Reich de Charlotte Bérat. C'est tout à fait remarquable. C'est un recueil de souvenirs de rêves de personnes qui ont vécu sous le Troisième Reich, de 1933 à 1939. Donc c'est l'auteur qui a eu cette idée à cette époque-là. Elle avait dû sentir venir ce qui allait se passer après. Et c'est tout à fait remarquable de voir comment, alors qu'à cette époque, les choses se sont installées progressivement, et on se rend compte à travers ces rapports de rêves, ou dans la sélection qu'elle en a faite, que les rêves ont mis en lumière, bien avant la conscience des hommes, ce qui allait se passer ultérieurement. C'est vraiment remarquable. Alors Little Nemo in Slumberland, je vous le recommande d'autant plus que c'est l'illustration qui a été choisie pour la conférence. C'est complètement délicieux, c'est une BD qui date des années 20, qui met en scène sur une page à chaque fois un petit garçon qui fait un rêve et qui en général se réveille en tombant de son lit. C'est, je pense, une très jolie manière de se rendre compte quelle était la perspective du rêve et puis la société à cette époque-là. Alors, quelque chose dont je tiens particulièrement à vous parler, c'est le Rêve Club de Manuel Salva. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc, cet artiste a commencé à recueillir des rêves
des rapports de rêve. Il a filmé des gens en train de raconter leurs rêves et il les a mis sur un site. Donc ça, c'est très chouette. Ça donne accès aux rêves de plein de gens. Et effectivement, dans la vie classique, on a en général accès aux rêves de son entourage, pas tellement à ceux des autres. Et là, le fait que les gens soient filmés, je trouve que ça ajoute énormément au rapport, parce qu'on se rend compte comment les gens vivent et comment ils sont... Ça donne des informations supplémentaires par rapport au récit. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet artiste a obtenu des archives départementales de Marseille de conserver des rapports de rêve aux archives. Alors là, je ne sais pas si vous mesurez, mais les archives, c'est un lieu qui conserve des archives, des documents administratifs, des choses importantes, des choses qu'on garde pour les historiens, pour ensuite savoir à telle époque comment vivaient les hommes. Donc ça a une fonction tout à fait importante. En fait, ça donne au rêve une place qu'il n'a pas actuellement dans notre société, qui est une place très importante, et ça dit, le rêve, c'est quelque chose d'important dans la vie des hommes, tellement important que ça mérite qu'on le garde pour les historiens, pour le futur. Donc je trouve cette initiative tout à fait remarquable. C'est tout à l'honneur de la conservatrice des archives, de la directrice des archives départementales de Marseille. Donc j'ai été tellement émerveillée par ce projet que j'ai activement participé à sa reproduction à Lyon. J'étais d'autant plus motivée que c'est à Lyon qu'a été découvert le sommeil paradoxal. Donc il me semblait que c'était très important que si des rapports de rêve étaient archivés quelque part, ils le soient également à Lyon. Je vous recommande également cette émission d'Arte Radio qui a recueilli des rêves après les attentats du 13 novembre. Je vous le recommande pareil chaudement, c'est très éloquent, c'est très impressionnant. Je vous recommande le spectacle de Marien Tilliet qui s'appelle Paradoxal. Donc c'est la compagnie Le Cri de l'Armoire. Donc c'est un spectacle qui se joue de la différence entre rêve et éveil, qui met en scène le sommeil paradoxal d'une certaine manière. Donc vous pourrez voir sur le site de la compagnie quand est-ce qu'il est programmé. Et puis finalement, vous parlez de Lancelot Hamelin, qui est un écrivain qui développe un projet sur le rêve en période préélectorale à Nanterre. Je trouve ce projet tout à fait remarquable. C'est un projet qui a pour objectif d'utiliser le rêve comme moyen d'entrer en contact avec les personnes et comme moyen de faire un état des lieux d'une société à un moment donné. Et donc pour réussir à faire ça, il va dans la rue et il demande aux gens s'ils veulent bien raconter un rêve. Il est aussi allé dans des banques, demander à des banquiers leur rapport de rêve. Il est aussi allé à la prison, demander à des prisonniers leur rapport de rêve. Et je trouve que c'est une approche qui est tout à fait remarquable et passionnante. Je suis très impatiente de pouvoir lire et être confrontée à l'ensemble de son travail quand il sera fini. Mais je vous remercie pour votre attention. Oui, merci. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur les rêves prémonitoires ? Il est bien. Pardon ? Oui, c'est là. Ah, bravo. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur les rêves prémonitoires ? Alors, moi, personnellement, non. Mais ça, c'est un sujet tout à fait passionnant. En fait, j'ai quasiment systématiquement une question à ce sujet à la fin d'une conférence. Et en général, elle est agrémentée d'un témoignage. Et alors, le fait est, c'est que j'ai eu de très nombreux témoignages de personnes qui me disaient qu'elles avaient rêvé de quelque chose, et puis qu'après le rêve, elles avaient vécu dans la réalité ou reconnu dans la vie éveillée quelque chose qui ressemblait beaucoup à leur rêve. Alors, il n'y a pas d'explication scientifique actuellement d'un phénomène comme ça. Le problème du rêve prémonitoire, c'est que toutes les expériences d'une vie, c'est beaucoup d'expériences, c'est très varié. On rêve à peu près de tout ce qu'on fait au cours de notre vie éveillée, de tout ce qui est possible, et l'ensemble du contenu du rêve de toute une vie, c'est énorme. Donc j'ai envie de dire, d'un point de vue statistique, c'est quand même assez probable de rêver de quelque chose qui ressemble à quelque chose qui se passe dans la vie éveillée, parce qu'il y a plein de combinaisons possibles. Et puis surtout, le rêve est très influencé par la vie éveillée.
Après, pour qu'on puisse dire que vraiment un rêve est prémonitoire, il faudrait qu'au moment où le rêveur fait le rêve, il dise, ce rêve, il prédit telle action à telle date, à tel endroit. S'il pouvait faire ça, alors on pourrait vérifier, on pourrait dire il est prémonitoire. Le problème des expériences qui sont rapportées par les gens, c'est que c'est a posteriori. Donc après que le rêve a été fait, ils voient une situation dans la vie éveillée qui ressemble à leur rêve et du coup, ils font le lien a posteriori. Et je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que c'est difficile de savoir, de faire la part des choses entre la chance et puis le côté réellement prédictif du contenu du rêve. Alors il faudrait l'étudier d'un point de vue scientifique, le problème c'est que c'est très difficile à faire. Bonsoir. Ici, Bonsoir. tout en haut. Toutes les hypothèses que vous avez émises concernant les fonctions du rêve sont assez intéressantes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune qui s'adapterait au rêve des animaux. Alors voilà une façon très intéressante de formuler cette question. Alors alors je pense que vous avez la première chose à dire par rapport à votre commentaire, c'est qu'effectivement, vous faites tout à fait bien de faire remarquer que ces hypothèses sont souvent assez restreintes, focalisées. Et ça donne l'impression que si le rêve a probablement, s'il a une fonction, il en a possiblement plusieurs, et puis c'est des choses qu'on peut imaginer assez vastes. Et donc le restreindre à une seule fonction ou à des fonctions très limitées, comme ça serait, je ne sais pas, moi, la simulation de la menace ou même la consolidation mnésique, on peut imaginer que ça soit plus vaste que ça. Après, la question du rêve des animaux, ça pose la question de la définition du rêve. Si on fait une adéquation entre rêve et sommeil paradoxal, dans ces cas-là, oui, on peut dire que les animaux rêvent, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui font du sommeil paradoxal. Après, si on définit le rêve comme quelque chose qu'on est capable de raconter au réveil, dont on a conscience, quelque chose, c'est très fortement lié à la conscience et au langage, la notion de rêve. C'est-à-dire que, ou en tout cas, il faudrait le définir. Pour pouvoir dire qu'un animal rêve ou pas, il faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par rêve vraiment. Dans la façon avec laquelle on travaille actuellement sur le rêve, c'est quelque chose de verbal et de conscient, de réveil. Du coup, cette dimension-là ne semble pas forcément accessible à l'animal. Par contre, il fait du sommeil paradoxal, il fait des comportements complexes. Mais de là à savoir si, quand il se réveille, il se souvient, il a conscience que c'est différent de ce qui s'est passé à l'éveil, qu'est-ce qu'il en fait, on ne sait pas. Donc, pour ce qui est des fonctions, je suis d'accord avec vous. Si le rêve est partagé entre l'homme et l'animal, probablement que sa fonction est également partagée. Et qu'il faudra revoir les hypothèses une fois qu'on en sera là. Oui, je me posais une question sur le somnambulisme. Du fait qu'on, pendant le rêve, on est comme éveillé. Je ne sais pas si on peut dire ça. Quelle est votre question ? Comment on situe le somnambulisme, le fait d'avoir une activité musculaire quand même assez importante alors qu'on est endormi, quand on marche sur les toits, par exemple? Oui. Alors le somnambulisme, on appelle ça une parasomnie. Ce n'est pas forcément un problème, c'est un problème quand ça met en danger le dormeur ou son entourage. En tout cas, c'est un des deux types de comportements qu'on peut observer pendant le sommeil. En fait, il y a ces gens dont je vous ai parlé précédemment qui ont, dans le cas de certaines maladies neurodégénératives, se mettent à bouger pendant leur sommeil paradoxal. Et puis, il y a des gens qui font du somnambulisme et ceux-là, ils se mettent à bouger pendant du sommeil lent profond. Et c'est deux mécanismes différents qui produisent ces comportements au cours du sommeil, puisque le somnambulisme, en fait, c'est une dissociation entre éveil et sommeil entre différentes régions du cerveau. Il y a certaines régions qui sont éveillées, d'autres qui sont endormies. Et les comportements sont très différents, puisqu'un somnambule, il se lève, il a les yeux ouverts, et il est capable d'interagir avec son environnement, de faire des choses complexes, alors que le comportement qu'on observe dans les troubles du sommeil paradoxal, les dormeurs restent dans leur lit, et ils ont les yeux fermés. Donc c'est dangereux surtout pour la personne qui est à côté. Mais dans les deux cas, on considère que c'est la mise en mouvement du contenu de la pensée, donc ça correspond au rêve des personnes qui font ces actions.
Bonjour madame. Vous avez parlé d'un livre dans lequel on ne sait plus si on rêve ou si on est éveillé. Oui. Bon, c'est quelque chose qui m'a toujours, c'est une question qui m'a toujours passionné. Alors je me suis regardé moi-même et qu'est-ce que j'ai observé? Que la différence la plus essentielle entre le rêve et l'éveil, c'est que dans l'éveil, il y a toujours une continuité. Si là maintenant je m'endors et dans une demi-heure je me réveille, il y a une continuité. Dans le rêve, non. Il n'y a pas de continuité. Alors, enfin, du moins, je l'imagine. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que dans la littérature onirique, est-ce qu'il y a des gens qui ont reporté des rêves qu'ils avaient faits avec continuité? C'est-à-dire, j'imagine, par exemple, que je suis un voyageur, je vais à Lyon cette nuit, la nuit prochaine, je me réveille à Lyon de nouveau, et je continue mon voyage vers Valence et un autre pays. Est-ce qu'il y a de telles choses qui ont été reportées ou pas? Je n'ai jamais entendu parler. Une continuité dans le rêve, que ce soit dans la même nuit ou sur plusieurs nuits, comme un livre, qu'on arrête à un endroit et qu'on reprend au même endroit. Merci. Alors, les bizarreries, donc la discontinuité, c'est un type de bizarrerie. Il y en a différentes, hein. Donc il y a ces incohérences spatiales, temporelles, diverses et variées. La discontinuité, c'est quelque chose qu'on peut trouver, mais qui n'est pas systématique dans les rapports de rêve. Et effectivement, des personnes peuvent se réveiller et raconter quelque chose de très plausible et qui ressemble pas, enfin qui n'est pas bizarre, hein, qui pourrait être tout à fait quelque chose qui s'est passé pendant la vie éveillée. Après, les rêves, c'est pas forcément long, hein, et la notion de temps n'est pas forcément très claire, donc ça, c'est tout à fait possible. Donc des rapports de rêve, des gens qui se souviennent de quelque chose on pourrait pas dire si c'est passé pendant la réalité ou pendant le rêve, ça c'est possible. Après, des gens qui auraient une continuité entre les rêves de différentes nuits, il y a des personnes qui disent qu'elles arrivent à reprendre leur rêve où est-ce qu'elles s'en étaient arrêtées, d'un endormissement sur l'autre ou d'une nuit à l'autre. Ça, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Ça, c'est pas étudié scientifiquement, donc on sait pas bien, parce que effectivement, on peut s'endormir en pensant à son rêve précédent, et puis on peut partir sur quelque chose qui commence pareil, et puis c'est un autre rêve. C'est difficile de savoir dans quelle mesure il y a une continuité. Donc, non, j'ai jamais vraiment entendu parler d'une continuité à travers plusieurs rêves qui ressembleraient finalement à une vie onirique continue, en parallèle d'une vie éveillée continue. Il y a un film qui s'est inspiré de ce scénario-là. Je ne me souviens plus du titre, mais donc là, la personne effectivement avait l'impression d'avoir deux vies et elle n'arrivait plus du tout à faire la différence entre les deux types de vie. Tout à fait. Bonsoir. Alors je vous ai entendu parler plusieurs fois, plusieurs répétitions de la création du rêve. Alors j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un moment où le rêve se crée. Alors c'est quelque chose que j'imagine, hein, j'ai fait aucune étude là-dessus. Mais je me demande, est-ce qu'il y a vraiment un moment où le rêve se crée, où le fait de rêver, c'est pas directement lié à la mémoire et aux souvenirs qu'on en a? C'est une très bonne question, absolument. Alors ça, c'est le point d'achoppement, c'est un des plus gros points d'achoppement, disons, on est en échec sur cette question-là complètement, parce que, en fait, quelqu'un qui ne se souvient pas d'un rêve, au réveil, actuellement, on n'est absolument pas capable de dire s'il a fait un rêve qu'il a oublié ou s'il n'a pas rêvé. Et on se rend bien compte que ça, c'est un facteur extrêmement limitant pour progresser dans notre connaissance sur la question du rêve, puisque, en fait, on ne peut pas dire actuellement est-ce qu'on rêve tout au long de la nuit, si on rêve par intermittence. Si on rêve par intermittence, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on ne rêve pas? La notion de le cerveau ne s'arrête pas, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Donc il change d'état, il a une activité différente. Alors, est-ce que le contenu de la pensée à un moment est vide au cours du sommeil? Effectivement, c'est pas clair du tout. Et je suis assez d'accord avec vous que c'est une hypothèse très plausible de se dire qu'en fait, il y a une activité continue et certaines fois, elle émerge dans la conscience et on en garde une trace en mémoire, puis d'autres fois, non. Mais on n'a pas de moyen de tester cette hypothèse-là actuellement. Oui, moi j'aurais une petite question en fait concernant les rêves. En fait, est-ce que ça a déjà été fait des expériences sur des personnes qui étaient aveugles?
Tout à fait. Parce que du coup, comme vous disiez, les paraplégiques tout à l'heure, en fait, qui rêvaient de danser, mais une personne qui est vraiment aveugle dès la naissance, est-ce qu'elle, du coup, ses rêves sont visuels ou pas du tout Alors, des personnes qui ont perdu la vue accidentellement et qui ont vu dans leur vie, lorsqu'elles sont aveugles, rêvent de manière visuelle. Ça, c'est tout à fait été bien documenté. Quelqu'un qui n'a jamais vu, c'est pas pareil que d'être paraplégique. D'être paraplégique, on voit les autres marcher. Donc on a une représentation de ce que c'est marcher, une représentation visuelle de ce que c'est marcher. Et alors, très probablement que ces rêves de marche des paraplégiques, c'est des rêves plutôt visuels. On n'imagine pas qu'ils soient tellement somesthésiques parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de marcher. Pour ce qui est des aveugles, en fait, on n'a aucune raison de penser, à partir de ce qu'on connaît du cerveau actuellement, que le cortex visuel qui n'a jamais vu et qui ne voit pas à l'éveil serait capable de voir de manière un petit peu magique au cours du sommeil. Donc les rêves des aveugles, les aveugles ont des rêves qui sont multisensoriels, mais vraisemblablement sans la vision. Alors évidemment, ils nous parlent de choses dans l'espace, de scènes, de personnages, de paysages, parce qu'ils ont cette appréhension du monde, mais pas avec la vision. Donc il y a certains articles de la littérature qui laissent une petite ambiguïté sur cette question, mais qui me semblent pas très raisonnables, parce qu'on ne voit pas bien comment les cortex sensoriels sont des cortex qui sont très spécialisés, et chez des gens qui sont aveugles de naissance, le cortex visuel est colonisé par d'autres fonctions. Et donc avec cette partie du cortex avec laquelle nous on voit, ces gens, eux, se sentent avec leurs mains. Ah oui, c'est à part qu'ils ne sont pas dans la dimension visuelle, ils sont tout à fait similaires. Ouais. Oui. Dans l'étude avec 900, dans le sondage avec 900 personnes sondées là en Allemagne, quelle est la proportion de gens qui se souviennent de leurs rêves et puis de ceux qui les oublient très vite? Parce qu'on peut oublier très vite et puis se souvenir qu'on a rêvé, ou bien se souvenir d'un thème, du thème général, et puis plus ça va, on oublie tout, quoi. Mais il y a un processus d'oubli, je veux dire, comment ça chez les autres? Moi, quand j'ai rêvé, il y a un processus d'oubli qui est très rapide, même si je veux m'en souvenir, je m'en souviens pas, ou bien mais des fois j'ai des souvenirs de thèmes de rêve. Alors là, pour les thèmes de rêve, je me souviens que j'ai eu tel rêve, des thèmes de rêve à telle époque de ma vie, et que j'ai plus ces thèmes de rêve, et puis il y a d'autres thèmes qui reviennent, les thèmes changent au cours de la vie. Et alors, donc j'ai des souvenirs sur mes rêves, mais la caractéristique générale, c'est l'oubli des rêves. C'est l'oubli des thèmes, enfin, un processus d'oubli qui est très rapide, en quelques minutes. Mais vous avez tout à fait raison de faire remarquer ce point-là. Il semblerait que probablement que le processus d'encodage en mémoire et l'oubli de l'expérience du rêve est un petit peu différente que l'équivalent pour l'expérience d'éveil. Parce qu'effectivement, on a tendance à oublier beaucoup plus facilement une expérience rêvée qu'une expérience vécue, je veux dire à contenu émotionnel équivalent, etc. Et on a tendance, dans nos souvenirs, à ne pas faire de confusion entre un souvenir de quelque chose qui a été vécu et de quelque chose qui a été rêvé. Et c'est tout à fait remarquable ce que vous signalez, la vitesse avec laquelle un rêve est oublié le matin. Et en fait, une des raisons pour laquelle l'intérêt et le carnet de rêve augmentent la fréquence de souvenirs de rêve, c'est qu'en fait, on s'entraîne. On s'entraîne à ne pas laisser partir le rêve le matin, et qu'une fois qu'on est entraîné, ça devient plus facile, et qu'on arrive à le noter le matin. Et effectivement, si on se pose la question tous les matins au réveil, eh ben, on a beaucoup plus de chances d'avoir le rêve avant qu'il s'en aille. Tout ça, ça fait partie de l'explication. Mais après, pour ce qui est de l'enquête allemande, évidemment, c'était une enquête rétrospective. Et donc, ça pose la question de la méthodologie. Si on demande de manière rétrospective aux gens à quelle fréquence vous vous souvenez de vos rêves, en général, forcément, c'est une évaluation approximative. Après, si on leur demande et si on essaye de le mesurer, donc si tous les matins ils notent, eh ben, on va augmenter la fréquence de souvenirs de rêve, parce que c'est un paramètre qu'on sait qui augmente la fréquence de souvenirs de rêve. Donc en fait, rien que mesurer la fréquence de souvenirs de rêve des gens, c'est compliqué et ça pose des problèmes méthodologiques. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on rapporte les résultats avec les différentes méthodes. J'ai fait l'expérience une fois d'écrire un rêve. C'était illisible. Je veux dire, donc
Je sais que j'avais rêvé parce que je l'avais écrit, mais ce que j'avais écrit était parfaitement illisible. Donc, j'ai tout perdu, aussi bien c'était lisible, et puis j'oubliais, je me souvenais plus du tout de... Je savais que j'avais rêvé, mais quand c'est illisible comme ça, c'est normal que ce soit illisible ou ça arrive souvent? Bah, ça fait référence à ce que j'essayais d'expliquer au départ, qui est que c'est très difficile de mettre en mots ou en images l'expérience qui est rêvée, parce qu'elle est très différente de celle de l'éveil, souvent. Et si vous deviez décrire une expérience que vous avez vécue avec des mots, vous vous rendriez compte que c'est aussi très difficile. Donc et puis c'est un côté très frustrant, parce qu'on se rend compte qu'on essaie de choisir des mots, on essaie de trouver un dessin, et puis on se dit, bah non, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai dans la tête. Et on a l'impression qu'il faudrait écrire des pages pour décrire simplement un élément du contenu du rêve. Donc non, c'est pas du tout étonnant que votre histoire ait été un petit peu tarabiscotée. Bonsoir. J'aimerais savoir comment vous expliquez que les patchs favorisent les rêves. Les patchs pour fumeurs. À la nicotine ? Oui. Alors il y a beaucoup de... Pratiquement toutes les drogues, tous les psychotropes ont un effet sur le sommeil. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont des effets sur le rêve, mais c'est assez peu testé. Alors le cas du cannabis a été bien documenté. En fait, le cannabis a tendance à diminuer les souvenirs de rêve, et surtout l'arrêt de cannabis est associé à un rebond de rêves très bizarres et visuels, tendance plutôt cauchemar. La nicotine, ça a un effet sur le sommeil, et à ce titre-là, ça peut avoir un effet sur les rêves. C'est malheureusement, ça n'a pas été tellement étudié scientifiquement jusqu'à présent, du coup je ne peux pas vous répondre à une plus grande échelle, mais ça m'étonne. Pourquoi pas? On a encore une question ici. J'étais très intéressé par l'histoire de Gobelot, parce que je connais quelqu'un qui a eu un problème comme ça. Une valise lui est tombée sur la tête dans le train pendant qu'il somnolait. Et c'est donc bien la valise qui a déclenché toute une histoire très longue. Alors, les deux questions que je pose sont à peu près... Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent, ce genre un incident qui déclenche un rêve long? Et est-ce que... Oui, bon, c'est la même question. Alors, effectivement, pour des raisons de temps, j'ai déjà été très bavarde et j'ai débordé de mon temps, mais habituellement, j'explique, effectivement, une fois que je dis qu'on a beaucoup d'arguments qui nous permettent de penser que, en fait, le rêve se passe pendant le sommeil et pas à l'éveil, il faut bien, malgré tout, expliquer ce rêve tout à fait invraisemblable de la guillotine au réveil, du coup, d'un choc sur le cou. Et alors, je pense qu'on sous-estime complètement la différence de fonctionnement de l'esprit pendant l'éveil et pendant le sommeil. C'est-à-dire que au cours du rêve, pendant le sommeil, on est extrêmement tolérant à la bizarrerie, à tout ce qui peut se passer. Et si le rêve de la guillotine semble complètement invraisemblable, c'est qu'il est raconté a posteriori et j'ai envie de dire, il a été probablement influencé par le rêveur au moment où il l'a raconté. D'ailleurs, Jacqueline Carwan me l'avait signalé, j'avais trouvé ça tout à fait intéressant, que ce rêve a été raconté très longtemps après, et qu'il est soupçonné d'avoir été modifié par le rêveur. Et en fait, si on se place dans un cadre qui est beaucoup plus trivial, j'ai envie de dire, et qui est moins connoté, pour ma part, j'ai fait une expérience similaire où j'étais dans un rêve tout à fait charmant qui se passait à Vienne, je ne sais pas à quelle époque, mais j'avais une très belle robe et je m'apprêtais à aller dans une grande salle de bal, danser la valse avec ma robe qui était magnifique, qui allait jusque par terre et qui était tout en dentelle. Et je m'apprête à aller dans cette salle de bal et au moment où je vais pour passer la porte, ma robe se déchire sur le coin d'une commode. La dentelle se déchire en faisant un bruit, un fracas terrible. Donc je suis tout à fait contrariée, mais surtout je me réveille à ce moment-là et j'avais été réveillée par en fait la neige qui tombait du toit et qui avait fait un fracas énorme. Mais là on se rend bien compte que dans ce contexte-là, dans ce rêve-là, ça choque personne, que le bruit de craquement était associé au déchirement de la robe au moment du réveil, donc il a juste modifié cet élément-là au moment où il a été incorporé. Et en fait, je pense que c'est tout à fait trompeur ces rêves dont on a l'impression que l'ensemble de l'histoire qui est très longue a été modifié par le stimulus extérieur,
Je pense que c'est simplement la toute fin du rêve qui est modifiée par le stimulus extérieur et que le cerveau endormi reconstruit toute une histoire et en fait quelque chose de cohérent. C'est mon explication. On va prendre la toute dernière question. Bonsoir. Je voulais poser la question, est-ce qu'il existe une explication scientifique à la sensation de déjà vu, déjà vécu et les rêves? Ça, c'est une question très intéressante. Alors, l'explication scientifique à l'impression de déjà vu, alors ça, c'est extrêmement difficile à étudier d'un point de vue scientifique. Alors, il y a des hypothèses. L'hypothèse, il me semble, actuelle, c'est une sorte de bug dans le traitement de l'information. Donc, une confusion qui est faite par le cerveau, qui, au moment où il voit quelque chose, une scène qui est nouvelle, il la considère comme quelque chose qui vient de la mémoire. Donc ça, c'est l'interprétation actuelle du déjà vu. Et le lien avec le rêve, j'ai pas entendu, c'était juste ça. Un lien avec les rêves ou... Alors des impressions de déjà vu en rêve ou qu'un rêve, non. Non, des liens entre rêve et déjà vu, je n'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler. Mais en tout cas, c'est deux phénomènes qui sont pas très bien compris. D'accord, merci.